Vous êtes sur CamNews 24, c'est l'instant consacré à l'actualité mondiale à travers international. Les commentaires, le décryptage et l'analyse de tous ces sujets retenus dans le cadre de cette édition se feront avec Ghislain Kougan, que je salue d'ailleurs la présence sur le plateau. Merci Ghislain d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, Donald. Immédiatement avec le premier sujet, la visite de Lionel Messi au Gabon samedi 18 juillet pour donner un coup d'envoi symbolique de la CAN 2017, soutenir le développement du football au Gabon et rencontrer les jeunes suscite depuis des polémiques. Certains s'interrogent sur l'éventuelle motivation occulte derrière ce bref séjour. Plus ample connaissance avec cet élément, c'est à travers ce reportage. Du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la star internationale du football argentin, Lionel Messi, le quadruple Ballon d'Or, est arrivé à Libreville dans le cadre d'une visite de courtoisie. À l'aéroport international Léon-Bar de Libreville, il a été salué par le ministre des Sports Blaise Louembé. Le joueur du FC Barcelone participera à la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau stade de Port-Gentil qui accueillera les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qu'organise notre pays. Comme Pelé, Samuel Eto'o, Xavi, Victor Valdés et Deco, Lionel Messi est au Gabon pour soutenir les autorités dans leur ambition de faire du Gabon un pays de sport. Il faut rappeler que pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le sport est une des rares activités qui transcende la politique et offre à toutes les nations une chance de briller sur un pied d'égalité. C'est fort de cette citation que Lionel Messi apporte à la jeunesse gabonaise de l'espoir et adhère entièrement à toute la politique menée en matière de sport. Un accueil chaleureux lui a été réservé. FC Barcelone et le Gabon entretiennent d'excellentes relations dans le domaine de la formation. L'agenda de Messi prévoit également une rencontre avec les jeunes des centres de formation de football. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur la tenue vestimentaire de Lionel Messi, le roi du football en culotte et en t-shirt complètement démembré. C'est un choix. Il a choisi de s'habiller comme cela. Il a décidé de venir au Gabon de manière beaucoup plus simple. Il ne s'est pas encombré avec les vestes, chemises et cravates. Je pense qu'il faut aussi inscrire cela dans la même dynamique. Il s'agit du football. Il s'agit d'un jeu. Je ne dis pas qu'automatiquement il aurait dû s'habiller ainsi. Je dis simplement que s'il faut comprendre l'habillement de Lionel Messi, on peut penser qu'il s'agit du football. Et quand on joue au football, on n'est pas en veste, on n'est pas en cravate, même si également on n'est pas aussi décontracté qu'il y paraît. Alors, le président Ali Ben Bongo avait-il nécessairement besoin de la présence de Lionel Messi pour cette cérémonie? Avait-il nécessairement besoin? Pas forcément, mais est-ce que pour donner une image forte et symbolique au football au Gabon, il avait besoin de cela? Je dirais oui, il fallait frapper fort. Et pour frapper fort sur le plan du football au monde entier, il y avait deux options. Il y avait la voie Cristiano Ronaldo, qui est encore le meilleur joueur de ballon d'or européen. Il y avait la voie Messi. Ce sont les deux meilleurs joueurs de la planète football aujourd'hui. Il a opté pour Messi. À partir de ce moment, il avait intérêt. Il a bien frappé, il a visé très haut. Maintenant, dans la même dynamique, il s'agit du football, il s'agit d'un événement. Le Gabon va abriter en 2017 la Coupe d'Afrique des Nations. Alors il était question pour Ali Bongo, à travers l'arrivée de Messi, de montrer que nous voulons aller plus loin. Si nous convoquons chez nous l'un des meilleurs joueurs du monde, 4 fois Ballon d'Or, ça veut dire un peu que voilà ce que nous voulons du football. Nous voulons atteindre des cimes, comme le Lionel Messi qui vient aujourd'hui poser la première pierre pour la construction du stade qui va abriter, d'un des stades qui va devoir abriter la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon 2017. Maintenant, on peut interroger la démarche d'Ali Bongo par rapport maintenant à la vie politique du Gabon, par rapport au pouvoir d'achat des Gabonais. Parce qu'on sait très bien que déplacer un footballeur de la trempe de Messi nécessite, commande effectivement des sommes colossales. Alors voilà, justement, parlant de l'aspect politique, on a comme l'impression que le président Ali Ben Bongo voudrait démontrer à la face du monde que le Gabon est fréquentable. Et c'est d'ailleurs le commentaire politique qui est fait autour de cette visite. Vous partagez cet avis? Bien évidemment, je pense que, vous savez, pour qu'un joueur de la carrure de Messi se déplace dans un pays, il faudrait qu'il y ait la garantie qu'il y ait un ensemble de moyens pour sa sécurité au moins. Alors si Lionel Messi vient au Gabon, ça veut dire qu'en fait, le Gabon, je pense qu'est la première destination africaine
pour un footballeur de la trempe de Lionel Messi. Et l'histoire retiendra que c'est Ali Bongo au Gabon qui a fait venir pour la première fois sur le continent africain le seul joueur au monde à avoir 4 ballons d'or. Parce que jusqu'à présent, Messi est le seul. Et Ali Bongo peut se targuer sur le continent africain d'être le seul pays à avoir reçu Lionel Messi. Maintenant, je dis encore que si on va dans le volet politique, et c'est à ce niveau que l'opposition gabonaise s'insurge contre la démarche d'Ali Bongo, parce que justement, premièrement, l'opposition estime que le Gabon n'est pas suffisamment prêt financièrement sur le plan de la répartition de la manne pétrolière pour accueillir la Coupe d'Afrique. Vous savez qu'il s'agit des fonds colossaux qu'il faut mobiliser, des fonds colossaux qu'il faut mobiliser pour organiser une telle compétition. Mais je pense que si vous interrogez les jeunes Gabonais, ils seront davantage avec le président Bongo qui leur a permis de voir, de regarder, de toucher leur idole. L'on parle aussi de Samuel Eto'o qui serait à l'origine de cette invitation. Quel est donc l'intérêt pour ce footballeur camerounais de négocier le déplacement de Messi pour le Gabon? Je pense très bien qu'il faut aller pas à pas. Tout le monde sait, alors ceux qui sont avertis, et vous le savez, que Samuel Eto'o et le président gabonais entretiennent des relations plus qu'amicales. Et bien évidemment, Samuel Eto'o n'est peut-être pas à l'origine de déplacement, mais a suffisamment travaillé à motiver la tenue de cette rencontre avec Messi. Vous savez, parce que quand vous écoutez le président Bongo qui dit qu'en réalité, il s'agit d'une promesse. Comme quoi il avait effectué un déplacement à Barcelone, il avait rencontré Messi qui lui avait promis de venir au Gabon. Et vous savez que Messi évolue avec Samuel Eto'o, et parce que Samuel Eto'o est l'ami d'Ali Bongo, ça a été plus facile. Donc Samuel Eto'o ici se pose en facilitateur. D'ailleurs, quand vous écoutez le message qu'il a publié, il dit comme quoi il ne pouvait pas être là et comme quoi Messi sera même au Cameroun. Donc, justement, Eto'o a joué un rôle fondamental, crucial. Il a dû dire à Messi, a expliqué à Messi comment est l'Afrique, comment le Gabon, parce que Messi, avant d'arriver au Gabon, doit s'informer, savoir comment ça se passe. Et Eto'o a donc, de ce point de vue, joué les médiateurs, convaincu Messi de venir sur le continent africain, notamment au Gabon. Au-delà des relations très amicales entre le président Ali Ben Bongo et Samuel Eto'o, certaines langues disent qu'il est le conseiller du président Ali Ben Bongo. Je pense que sur cet événement-là, c'est vrai, il a sûrement conseillé le président Ali Bongo par rapport à un ensemble de choses. Maintenant, qu'il ait ce portefeuille-là, ça je ne sais pas. Je ne pense pas que si vous prenez l'agenda ou alors vous prenez le planning gabonais, Samuel Eto'o, mais il peut être un conseiller spécial. Vous savez, chacun peut avoir son conseiller sans que automatiquement... Les conseillers de l'ombre. Sans qu'automatiquement il n'émage quelque part. Si c'est un conseiller sportif, je pense, ou sur le plan du football, je pense que Samuel Eto'o a suffisamment roulé sa bosse pour dire à Ali Bongo, voilà, ceci est bien, voilà, mais sur le plan politique, je pense que cette campagne, je pense que ce coup médiatique est bénéfique pour Ali Bongo sur le plan sportif, mais également sur le plan politique. Écoutons à présent le président Ali Ben Bongo qui revient ici sur les motivations et les raisons qui ont amené Lionel Messi au Gabon. Nous nous sommes rencontrés il y a maintenant quelques années à Barcelone et M. Messi m'avait indiqué qu'il viendrait me rendre visite à Libreville. Et c'est donc une promesse qu'il m'avait faite. Et il a tout simplement, en homme d'honneur qu'il est, tenu sa promesse. Après la Copa América, il m'a indiqué qu'il venait nous voir à Libreville pour venir nous saluer. Et le calendrier faisait bien les choses. Ça correspondait à la pose de la première pierre du futur stade de Port-Gentil, auquel donc j'ai bien voulu l'associer. Voilà, le président Ali Ben Bongo qui s'exprimait donc au sujet de cette visite. Il dit qu'il a fait un tour à Barcelone et c'est là-bas que tout a été négocié en avance avant la confirmation qui a eu lieu dernièrement. Mais alors, le quadruple Ballon d'Or aurait-il touché un cachet pour cette visite qui suscite tant la polémique? Est-ce qu'il a touché un cachet? La question se pose. On parle de 3,5 millions d'euros. Et c'est justement ce qui courrouce l'opposition gabonaise qui estime que non, sont des sommes qui sont dilapidées pour des fins politiques, des fins qui véritablement ne participent pas à rendre le Gabon beaucoup plus émergent. Évidemment, déplacer un footballeur comme Léo Messi, automatiquement, ça nécessite des fonds, des investissements.
Mais est-ce que le cachet a été suffisamment grand? Évidemment, parce que Léo Messi, c'est du marketing. Vous savez, il ne vient pas en balade, si on veut. Il vient poser la première pierre pour la construction d'un stade. Il sait qu'il a une image de marque. Il est vendable. Il sait que pour ce qui est du capital sympathique et pour le capital politique de Bongo, Bongo gagne beaucoup. Automatiquement, il s'agit d'un échange de services. Pourquoi est-ce que le président gabonais n'a pas invité un footballeur quelconque? S'il a porté son choix sur Léo Messi, c'est parce qu'il sait que derrière Messi, il y a les retombées. Et Messi est un, ici entre guillemets, objet de marketing. Et pas quand on parle marketing, on parle argent. Donc c'est évidemment qu'il y a des fonds derrière. On parle de 3 millions d'euros, 3 millions et demi d'euros. C'est clair qu'il y a l'argent derrière. Mais je tiens à préciser pour ce qui est des Gabonais, parce que j'ai eu à lire un tout petit peu, à parcourir les réseaux sociaux. Ils sont, pour les jeunes, davantage offusqués par la tenue de Léo Messi, qui disent que justement s'habiller ainsi, c'est manquer de respect justement au peuple gabonais. Je ne pense pas que ce soit ça l'idée de Messi. Messi, je pense qu'il a voulu s'habiller des contrats, s'habiller simplement. Et même si on peut regretter cet habillement-là, mais je pense que dans l'idée, ce n'est pas parce qu'il manque de courtoisie, de respect pour le peuple africain qu'il s'est habillé ainsi. On aurait dû le conseiller autrement. Encore un petit arrêt sur l'habillement de Messi, puisque quand il reçoit ses ballons d'or, il est bien habillé, on va dire entre guillemets bien nippé, mais devant le président de la République, devant toute une nation, on voit Lionel Messi décontracté, on dirait qu'il est dans les rues de Barcelone. Bon, ça offusque tout de même. Bon, c'est aussi ça. Justement, ça offusque, d'autant plus que quand il vient, il est habillé en tricot et on voit ses tatouages, on voit son accoutrement léger et on peut s'interroger quelle est l'image que Léo Messi, ou alors que le président gabonais veut transmettre à la jeunesse gabonaise. Est-ce que c'est l'image des jeunes qui se tatouent partout? Est-ce que c'est l'image des jeunes qui s'habillent comme Messi, comme on voit là? Non, je pense qu'on aurait dû penser au volet symbolique. Quel genre de jeunes est-ce que le Gabon veut créer aujourd'hui? Des jeunes tatoués partout, des jeunes avec des jeans déchirés? Non, je pense que le message ici, le message est double ici. Et c'est un peu ce qu'on peut mettre au niveau du revers de la visite de Léo Messi, notamment au Gabon. On va quitter le Gabon et nous rendre ailleurs, à l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Le tribunal de première instance d'Abidjan a renvoyé mardi l'affaire ministère public contre Laurent Gbagbo et autres poursuivis pour vol en réunion par effraction portant sur les caves de la BCAO et des numéraires. Complicité de vol en réunion par effraction, destruction d'une installation appartenant à autrui, détournement de deniers publics au 20 octobre 2015 pour comparution de toutes les parties et pour retenue. Écoutons tout d'abord la réaction de maître Abiba Touré. Je peux dire que c'est un procès qui n'est pas à la hauteur, des enjeux. Vraiment. C'est-à-dire ce procès était présenté vraiment, bon, la justice doit passer pour la réconciliation, que c'est important. Est-ce que véritablement, quand on voit ce type de procès, on peut dire, bon, on est bien parti pour la réconciliation? Pas du tout. Le principal accusateur, qui est l'État ivoirien, aujourd'hui, est incapable de ramener le moindre fait, le moindre élément matériel pour 82 accusés, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Il se ridiculise. Ce que j'ai toujours dénoncé dans le cadre de la justice ivoirienne, c'est qu'elle n'est pas indépendante. C'est que malheureusement, elle est soumise au pouvoir politique. Ce que vous voyez, en réalité, ce à quoi vous êtes témoin et spectateur, c'est une justice politisée. L'affaire est donc renvoyée au 20 octobre 2015. Est-ce qu'on n'est pas là face à un fait juridique politisé? Oui, bien évidemment, on ne peut pas ne pas entrevoir dans la façon dont la justice est rendue en Côte d'Ivoire un lien quelconque entre le juridique ou le judiciaire, si vous voulez, et le politique, bien évidemment. Encore qu'on sait très bien qu'il y a eu une justice qui est rendue en Côte d'Ivoire, notamment pour ce qui est des responsabilités établies des uns et des autres dans la crise post-électorale qui a secoué le pays. Il y a une justice à double vitesse.
et donc il s'agit d'un renvoi. Si notamment le tribunal de Côte d'Ivoire a accepté de renvoyer, c'est parce que justement il n'y avait pas d'éléments, comme l'a signifié maître l'avocat de Simone Yvette Gbagbo et d'autres, il n'y avait pas justement d'éléments propres justement à justifier une telle démarche. Donc ce n'est pas uniquement le cas ici. On a beau le marteler à chaque fois, il y a une justice, une sorte de parodie de justice en Côte d'Ivoire. Même si vous allez me dire, M. Anizoua, que récemment on a inculpé quelques gens du camp Ouattara, mais il s'agissait de quelques zigotos, de quelques personnes qui n'ont pas une contenance ou une consistance grande dans la crise post-électorale qui a ensanglanté la Côte d'Ivoire. Alors, finalement, à quoi servent ces procès interminables dans ce pays où l'on aime à parler de réconciliation? Mais il s'agit simplement de ce qu'Alassane Dramane Ouattara veut tenir ses promesses. Il a promis de rendre justice. Il a mis sur pied un comité vérité, réconciliation et tout cela. On sait très bien que le président a claqué la porte, Charles Konan Banny. Donc, il a promis de faire cela et donc coûte que coûte, il est obligé de faire cela pour qu'on dise qu'il a tenu à ses promesses. Et on sait très bien qu'il a tenu ses promesses et on sait très bien que l'élection présidentielle, c'est en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Et il est question maintenant de faire pédale douce pour ne pas davantage susciter la polémique. C'est la raison pour laquelle la justice est pillée, notamment au renvoi de ce procès-là. Alors, le renvoi du procès, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que l'autre fait, c'est qu'il y a des analystes, des observateurs qui estiment que ce sont là, le pouvoir ivoirien use de toutes les manœuvres pour fragiliser ses adversaires politiques, parce qu'en attendant d'un procès, évidemment, on n'a plus le moral pour un jeu politique quelconque. C'est vrai, le système politique en Côte d'Ivoire est verrouillé aujourd'hui, les dés sont pipés, tout est joué. Tout le monde sait très bien que l'élection présidentielle d'octobre prochain, Alassane Dramane Ouattara est hyper favori, on le sait très bien. Même si aujourd'hui vous me direz que le FPI va participer parce que Pascal Affi-N'Guessan a décidé d'amener le FPI à l'élection présidentielle. On sait que le FPI est donc divisé parce qu'il y a des caciques qui estiment que Laurent Gbagbo ou rien. Et donc voilà le FPI qui va à l'élection présidentielle diminuer, ce qui fait les affaires du parti au pouvoir de Ouattara, qui s'est encore allié avec le PDCI, donc c'est le PDCI RDR autour du AHDP. Donc vous voyez que Alassane Dramane Ouattara, lui, va remporter. Et là où il gagne, c'est que justement, il y aura la caution du FPI version Pascal Affi-N'Guessan. Et voilà. Et il convient également de préciser, Donald Anizoua, que pour ce qui est, il y a un nouveau un front qui est né et qui est aujourd'hui porté par Charles Konan Banny, l'ex-premier ministre depuis, je crois, 2 jours, depuis hier, qui est maintenant le président de la commission nationale pour, je pense, un parti politique qui réclame la justice en Côte d'Ivoire. Il est un peu comme le président du clan anti-Ouattara. On va laisser la Côte d'Ivoire avec ses problèmes de justice pour aller ailleurs. Nous sommes maintenant du côté de l'Iran, où les grandes puissances sont parvenues à finaliser récemment à Vienne un accord historique sur le nucléaire iranien, un dossier qui empoisonne les relations internationales depuis 12 ans. On regarde. Un accord pour l'histoire vient d'être conclu entre les grandes puissances occidentales et l'Iran sur son programme nucléaire. Rarement dans les annales de la diplomatie, une négociation n'aura été aussi longue. Une dernière nuit blanche de tractation a été nécessaire pour parvenir à l'accord. C'est un jour historique, a lancé Mohammad Javad Zarif. C'est une fierté pour nous d'annoncer que nous avons trouvé un accord sur le programme nucléaire de l'Iran. Nous avons obtenu ce que le monde souhaitait, un engagement pour la paix, un effort commun pour un monde plus sécurisé. L'accord a permis d'aboutir à une feuille de route pour s'assurer que l'Iran renonce à se doter de l'arme nucléaire, a souligné Federica Mogherini. Le plan global d'action conjointe inclut des restrictions sur le programme nucléaire iranien, ce qui va entraîner la levée de toutes les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que des sanctions multilatérales et nationales liées au programme nucléaire iranien, a-t-elle déclaré. John Kerry a souligné que l'accord prévoit la possibilité d'un retour en arrière avec rétablissement des sanctions s'il n'est pas respecté.
Cet accord que nous avons conclu, a-t-il déclaré, une fois appliqué, nous permettra d'avoir plus de visibilité et de contrôle sur le programme nucléaire iranien, pas pour quelques années, mais pour toute la durée de ce programme. C'est le bon accord que nous recherchions. Il inclut une réduction considérable du stock d'uranium enrichi de l'Iran et du nombre de centrifugeuses en cours d'exploitation. L'Iran devra patienter plusieurs mois avant de ressentir l'effet de la levée des sanctions car elle sera progressive et ne devrait pas commencer avant le premier semestre 2016 quand l'AIEA aura vérifié que Téhéran respecte ses engagements. Voilà, un accord historique pour quel objectif ? Un accord historique simplement parce que les parties prenantes se sont senties finalement fatiguées. Vous l'avez précisé vous-même, c'est depuis 12 ou 13 ans que l'on travaille à parvenir à un accord entre l'Iran et les puissances internationales. Donc il fallait bien évidemment qu'on arrive à une sorte de normalisation des rapports entre l'Iran et bien sûr la communauté internationale. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en réalité, on n'a pas véritablement avancé. Je vous explique pourquoi. Ça, c'est ma position. Parce qu'en fait, techniquement, l'Iran va toujours continuer à exploiter son programme nucléaire. Ça va se poursuivre. Sauf que là où c'est intéressant, c'est qu'il s'agit de limiter cela. Il s'agit par exemple de limiter la production, la création des centrifugeuses de 2/3 durant les 10 années à venir. Il s'agit de stopper par exemple la production ou le développement du plutonium à capacité militaire stopper totalement et puis de réduire la création des centrifugeuses ou alors d'autres industries pour développer l'uranium ou le plutonium en Iran. Et il y a un volet qui est intéressant, c'est que les sites militaires peuvent être appelés à être inspectés par notamment la communauté internationale. Maintenant, on n'a pas été clair sur les modalités, sur ce qui peut être fait, sur ce qui peut motiver une volonté notamment d'inspecter ces sites-là. Donc ça reste encore flou à ce niveau. Encore que l'Iran aussi ici garde quand même un peu sa souveraineté sur un ensemble d'éléments. Vous voyez que quand vous regardez très bien la visite, l'inspection des sites est un peu battue en brèche ici. Ce vocable-là n'est pas très bien évoqué, n'est très bien clarifié parce que justement, c'est un principe sur lequel l'Iran ne voulait pas notamment céder. Maintenant, qu'est-ce que gagne l'Iran en retour? C'est quand même la levée progressive des sanctions, soit 150 milliards d'euros gelés qui vont être débloqués et cela va permettre justement une respiration économique pour l'Iran. L'ouverture au marché, les voyages simples, puisqu'aujourd'hui l'Iran était sous embargo, donc il va avoir une ouverture économique, il va avoir des visites, et notamment, surtout au niveau des banques. Parce qu'aujourd'hui, les banques européennes refusaient d'effectuer des transferts vers l'Iran, même si c'était légal, par peur de la justice américaine. Vous savez très bien que tout le monde a peur des États-Unis. Seb Blatter peut me le confirmer. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, il y avait des pays qui ne voulaient pas effectuer des opérations bancaires. Et maintenant, au niveau de l'Iran même, il peut y avoir on aura la création de petites entreprises qui aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui l'argent ne se manipule pas à travers les banques et donc on peut recevoir l'argent de l'extérieur et puis expédier l'argent de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que l'économie de l'Iran va vraiment connaître un coup salvateur. Alors d'où vient-il qu'il soit contesté cet accord pourtant qualifié d'historique ? L'accord est contesté par les uns et les autres qui voient dans la normalisation des relations entre l'Iran et la communauté internationale un des avantages. Vous savez très bien que ce qui arrange certains, automatiquement ne va pas arranger les autres. Et je sais que vous faites référence à Benjamin Netanyahou qui, à la place de ce que vous appelez... on aura le temps de l'écouter. Voilà, Benjamin. Donc voilà, accord historique, lui parle d'erreur historique. Et comme vous l'avez dit, on aura l'occasion de l'écouter. Justement, écoutons à présent quelques réactions captées au sortir de la signature de cet accord dit historique. Cet accord sur le nucléaire iranien correspond aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis et de nos alliés. Il prévient la menace la plus importante, qui était l'obtention de l'arme nucléaire, ce qui aurait rendu les autres problèmes que l'Iran peut encore provoquer bien pires. C'est pourquoi cet accord rend notre pays et le monde plus sûrs, plus sécurisés. Aujourd'hui, c'est une fin et un commencement, a déclaré le président iranien. La fin des accusations injustes et tyranniques envers le grand peuple iranien et le commencement d'une nouvelle ère et d'un nouveau processus
pour reprendre les nouvelles collaborations dans le monde. Dès mon premier jour, le jour de l'investiture, a poursuivi Hassan Rouhani, j'ai dit que l'Occident pourrait arriver à un compromis avec nous à partir du moment où il arrête de nous humilier et de nous menacer, et qu'il commence à nous respecter. Maintenant que l'accord est signé, l'accord est conclu, peut-on s'attendre à des relations moins houleuses spécifiquement entre l'Iran et les États-Unis? Bien évidemment, je pense qu'il s'agit, ce sera un processus, il s'agit d'une normalisation et vous savez très bien que, et cela aura même des conséquences pour la Syrie également, vous savez que la bataille entre la Syrie et les États-Unis et machin, il y avait en jeu l'Iran. L'Iran était un peu perçu comme la porte d'entrée justement en Syrie. Et voilà qu'il y a un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis. Donc la question de la Syrie va se poser. Et si la question de la Syrie se pose, automatiquement la question de la Russie se pose également. Donc vous voyez très bien que les jours, les mois à venir vont nous donner un calendrier, une reconfiguration des enjeux politiques sur le terrain, notamment à ce niveau-là. Donc avec comme partie prenante l'Iran, la Syrie, les États-Unis et bien évidemment la Russie. C'est une normalisation qui est intéressante. Et quand vous écoutez le président Rouhani, il dit que l'Iran, il avait demandé que l'Iran soit davantage respecté. Il a dit que, quand vous l'écoutez, vous comprenez qu'il parle justement à Benyamin Netanyahou. Vous voyez, c'est à peine voilé. Ça veut dire que ça va être houleux. Mais je pense que les États-Unis sont quelque peu fâchés avec Israël, qui était un peu va-t-en-guerre. Et la position des États-Unis aujourd'hui va un peu mettre à mal le pouvoir israélien. Et c'est justement à dessein que nous avons choisi de faire la part belle aussi à Benyamin Netanyahou, que nous écoutons d'ailleurs. Si l'accord sur le nucléaire iranien ouvre de nouveaux horizons à Hassan Rouhani, il assombrit celui de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a qualifié cet accord d'erreur historique et immédiatement réagi sur son compte Twitter en persant « Les milliards de dollars que le régime iranien va obtenir à l'issue de cet accord vont servir au financement du terrorisme et des armes et non pas à la construction d'écoles ou d'hôpitaux », a-t-il écrit. Netanyahou a ouvert ce compte Twitter en persan hier. Il a déjà 3 autres comptes en hébreu, anglais et arabe. Il se sert largement des réseaux sociaux pour mener sa campagne contre le nucléaire iranien. Selon lui, l'accord n'empêchera d'ailleurs pas Téhéran de parvenir à fabriquer une bombe nucléaire. Un seul propos qui retient mon attention durant la réaction de Benyamin Netanyahou, il s'agit de la qualification il qualifie cet accord d'erreur historique. Oui, on le comprend très bien. Il estime pour lui que la levée des sanctions va plutôt permettre à l'Iran de récupérer ses 150 milliards de dollars, d'euros, pour justement continuer à financer le déploiement ou alors son programme nucléaire. Cela va de soi. Et évidemment, l'argent qui a été gelé, c'est l'argent qui appartient bien à l'Iran. Ce n'est qu'une sorte on remet juste à l'Iran ses fonds. Ce n'est pas comme si on lui octroyait de l'argent gratuitement. Et bien évidemment, le problème, c'est que l'Iran sera davantage un pays vivable. Il y aura une circulation des personnes et des biens dont l'Iran va gagner. Si l'Iran a pu résister depuis plus de 13 ans à vivre en quelque peu en autarcie, en réclusion par rapport au système mondial, notamment aux États-Unis, Israël voit bien évidemment qu'avec cette ouverture qui est faite, l'Iran va davantage prospérer et exploiter. Et on peut comprendre, avec notamment cette bataille entre l'Iran et Israël, la position de Benyamin Netanyahou, qui est la position de quelqu'un qui se sent frustré, qui a longtemps voulu que l'Iran soit toujours incriminé. On aura le temps, avec l'histoire, d'observer l'évolution de la situation en Iran, avec bien sûr les relations entre l'Iran, Israël et les États-Unis, et bien sûr l'Europe aussi. Les autorités ukrainiennes sont en colère après la décision d'Interpol de suspendre l'avis de recherche à l'égard de Viktor Yanukovych. À Kiev, on a su que l'on fera tout pour assurer le retour et le jugement de l'ex-président destitué par la révolution pro-européenne de Maïdan. Il vit en exil en Russie. Alors, Ghislain, qu'est-ce qui justifie la suspension de cet avis de recherche à l'égard de
l'ex-président ukrainien. On estime qu'en réalité, Viktor Yanukovych est poursuivi en Ukraine pour des raisons de malversation financière et non pas pour sa participation supposée à la crise de Maïdan en février 2014 qui a ensanglanté le pays. Et c'est donc, ces avocats ont donc fait part de ce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes qui pourraient mettre à mal le président et surtout indiquer la culpabilité ou la responsabilité du président dans ce qui s'est passé. Donc c'est par rapport à ça qu'Interpol a donc suspendu son avis de recherche à l'encontre du président Yanukovych parce que pour Interpol, il s'agit beaucoup plus de son implication dans ce qui s'est passé, alors que dans le pays, il est accusé de crimes de guerre, de dilapidation des masses d'argent. Donc, pour Interpol, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour cela. Et vous savez très bien que le pouvoir ukrainien a fait part de ce qu'il va attaquer, il va même contre-attaquer, il va travailler suffisamment pour que le président Yanukovych, qui est en exil en Russie, puisse répondre de ses actes. Vous avez peut-être anticipé, puisque la question qui suivait, c'était bien sûr par rapport... On dit que c'est un coup dans le dos des Ukrainiens qui attendent que justice soit faite dans l'affaire du Maïdan et de la dilapidation des biens publics. Non, pas, je comprends. Quand vous dites c'est un coup dans le dos des Ukrainiens, non, c'est un coup dans le dos d'une partie des Ukrainiens. Il s'agit du pouvoir en place, je vous comprends, parce que quand on parle des Ukrainiens, on parle du pouvoir en place aujourd'hui. Mais c'est un pouvoir qui est arrivé, permettez l'expression, au pouvoir par accident. On sait très bien que le président légitimement élu était Viktor Yanukovych. Il a été appelé à partir à travers la rue. On sait très bien comment cela s'est passé. Il n'y a pas eu une élection très bien organisée en Ukraine. Le président qui est là, il est là parce que justement l'opposition, la rue avait les manigances de l'Europe et de ses partisans ont travaillé à destituer le président qui était légitimement élu. Vous savez que la question s'est posée notamment sur la Crimée, où il y en avait qui estimaient que la Crimée devait être un territoire autonome, d'autres estimaient que la Crimée ne devait pas sortir de l'Ukraine. Et il y a eu un vote au Parlement qui, dans un premier temps, a favorisé l'autonomie de la Crimée, et puis après, de fil à aiguille, il y a eu une escalade de la violence, notamment avec les Européens qui estimaient que non, il fallait que l'Ukraine reste dans l'Union européenne ou pas dans l'Union européenne, la zone euro, tout cela. Donc, en réalité, il s'agit d'une bataille qui a été entretenue par les Européens avec ce que vous appelez la zone euro et puis tout ça. Alors, c'est avec cette actualité sur l'Ukraine et la levée de poursuites contre l'ex-président ukrainien que nous mettons un terme à cette autre édition de l'International. Justement, Ghislain Cougan, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dans un prochain avenir, c'est-à-dire le week-end prochain pour une autre édition d'International. Bien évidemment, Donald, le plaisir est partagé pour décrypter l'actualité mondiale. Et à vous, chers téléspectateurs de CamNews 24, merci de nous avoir regardés. Au revoir.